Lucie Marché, je travaille pour la RSE d'Artefact. Artefact, on est une agence data dont la mission est de démocratiser la data pour le plus grand nombre. Donc on démocratise pour nos clients, mais on sait aussi en tant qu'agence digitale, on a une responsabilité au niveau de l'inclusion numérique. Donc c'est pour ça qu'on a notamment créé une école qui s'appelle l'Artefact School of Data, où on forme des personnes, notamment en reconversion, au métier de la data science et de data analyse. Et on a l'ambition de former 10 000 personnes d'ici 2025 et surtout de les accompagner sur l'insertion professionnelle. Voilà, en tout cas, on est très heureux d'accueillir cet événement avec We Take Care, à qui je passe la parole. Merci beaucoup Lucie et merci beaucoup Artefact pour cet accueil dans ces magnifiques locaux. Je vais vous expliquer un peu comment a fonctionné l'événement. Il y a 3 interventions centrales, comme vous l'avez, je pense, compris, de la Banque Postale, Pôle Emploi et SNCF Connect, qui ont en commun d'avoir des gros enjeux à la fois de dématérialisation et d'accessibilité. C'est pour ça que ça nous semblait particulièrement pertinent de vous proposer ces témoignages aujourd'hui. Sur la forme, chacun de ces témoignages va prendre 15 minutes. Il y aura 5 minutes prévues de questions-réponses après chaque intervention. Si vous ne trouvez pas l'inspiration sur le moment, c'est pas très grave. Vous pourrez après aller voir les intervenants et échanger après l'événement. De toute façon, cet endroit est à notre disposition pendant toute la matinée. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien, je pense. Jean Bédier, qui est directeur et fondateur, oui, tout à fait, c'est maintenant, de We Take Care, va faire une petite introduction et on terminera par un mot de conclusion d'Artefact sous la forme d'une synthèse des bonnes pratiques de design inclusif. Voilà. Et je laisse Jean Bédier faire un mot d'introduction. Bonjour, je suis absolument ravi de vous accueillir. L'idée, effectivement, c'est dans cette introduction, en gros, c'est de vous motiver à y aller sur l'inclusion numérique, qui est un sujet absolument fantastique, un levier de croissance, un levier social immense. Et avant de rentrer finalement sur les enjeux, vous dire aussi quelques mots de We Take Care. Et j'ai une petite anecdote concernant We Take Care que j'aime bien, qui m'a un peu désarçonné quand on a évoqué le sujet comme ça, mais j'étais avec un directeur d'un très grand opérateur social, et je lui expliquais nos enjeux d'inclusion numérique et nos modalités de travail avec de la technologie, des bonnes pratiques, et en même temps un ADN social. Mais il m'a dit, mais je ne comprends pas, mais vous êtes qui? Vous êtes Accenture? Vous êtes Emmaüs? Et j'ai un peu reculé en disant, mais oui, peut-être. Et en fait, elle avait complètement raison. Et d'ailleurs c'était assez honorifique dans le fond, quand on sait ce que veut faire ces grandes sociétés technologiques, et puis l'immense respect qu'on a tous pour cette organisation Emmaüs, qui est pour moi la plus belle du monde social. Voilà, We Take Care, c'est une structure qui est née d'expériences de terrain au sein d'organisations de lutte contre l'exclusion, et qui a évidemment découvert ces sujets, et on s'est forgé une conviction, c'est que la technologie et les bonnes pratiques étaient un accélérateur indispensable. Aujourd'hui, d'abord, pour aider des publics qui n'ont pas accès à ces opportunités numériques. Et puis aussi, c'est que ça offrait des leviers pour améliorer le travail social et le lien, notamment avec les publics. Alors, nos champs d'activité, c'est aider les personnes qui ont besoin de parcours renforcés. Notre point central, c'est de mettre ces publics fragiles au cœur de tout ce que l'on développe. C'est-à-dire qu'on est une association, on n'a pas de but lucratif, et notre mission, c'est vraiment d'aider des gens qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Et ensuite, on le fait en essayant d'associer toutes les composantes de la société. Donc, on collabore avec l'État, on collabore avec les territoires qui ont des responsabilités, qui s'interrogent beaucoup sur comment ils peuvent aider en proximité leurs citoyens. On travaille avec les opérateurs publics, on travaille avec les opérateurs privés, et puis on travaille aussi évidemment avec un réseau social qui se retrouve aujourd'hui confronté, bon gré mal gré d'ailleurs, à intégrer dans leur parcours d'accompagnement ce passage au numérique, qui les concerne d'ailleurs en premier chef. C'est-à-dire que ce n'était pas la culture initiale des acteurs du monde social, et puis évidemment leur public, pour accéder d'abord à ses droits, et puis ensuite à un centre de services qui améliore son quotidien. Voilà. Ce qu'on a réussi, et c'était un parti pris fort, c'était d'utiliser cette technologie pour pouvoir agir en masse. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui ont été impactées par les services développés par We Take Care. Et en fait, ce principe est tellement puissant
qu'on pense qu'on doit pouvoir faire 2, 5 ou même 10 fois plus dans les années à venir. Alors, la clé de voûte, ou notre pièce maîtresse, c'est une plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle Les Bons Clics. Et dans cette plateforme, on met des ressources pédagogiques et on crée des facilités d'interaction, de dialogue et de formation qui ont pour but d'être le plus flexible possible. C'est-à-dire qu'en gros, on propose à la carte, en fonction de ces sujets d'intérêt, en fait, une capacité à tous les gens qui veulent agir sur le numérique d'y trouver tout ce qu'il faut et ensuite d'être accompagnés quand ils le souhaitent. Quasiment tous les jours, il y a des événements en ligne chez WeTaker. Ces événements, ils peuvent avoir un but d'information, de sensibilisation à un sujet, ou ça peut être des ateliers très concrets autour de sujets très opérationnels, c'est-à-dire comment je forme mes bénévoles au sujet de l'inclusion numérique, comment j'anime un atelier à distance, comment je fais un diagnostic de précarité numérique sans, quelque part, donner un sentiment d'agression à la personne à laquelle on va faire. Voilà, en fait, un panel d'interactions et d'interventions qui doit pouvoir aider l'ensemble de ces acteurs à agir de manière simple, agréable et aussi professionnelle. Alors, quelques mots sur l'inclusion numérique. Il faut juste retenir une chose, c'est un sujet absolument massif. Alors, quand on parle d'exclusion numérique, il faut être, qui est une punchline, en fait, il faut être un peu précis. Voilà, il n'y a pas très massivement des gens en situation d'exclusion numérique. Il y a très massivement des gens qui ont des problématiques d'usage numérique au quotidien. Voilà. Et en gros, on peut retenir 3 catégories, puis je vous laisserai regarder les chiffres qui sont derrière moi. Mais en gros, il y a un tiers des gens qui sont, on va dire, super agiles sur le numérique. Et moi, je les appelle les chasseurs d'informations. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de rien et de personne pour agir. Et ils se débrouillent en autonomie et ils bénéficient du coup pleinement de toutes ces opportunités digitales. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de gens, le deuxième tiers, qui dans le fond ont des usages numériques, mais qui peuvent bloquer au regard d'un certain nombre de complexités. Et on va trouver très souvent le sujet de la confiance dans le numérique, de la sécurité, de la transaction, et notamment de la transaction financière, ou de la protection de ses données personnelles. Voilà. Et puis, il y a une dernière catégorie qui sont les gens très fragiles sur le numérique. Voilà. Et quand je dis très fragiles, c'est que dans ce tiers-là, vous allez avoir des gens qui ont des problèmes d'équipement et de connexion pour des raisons budgétaires. Voilà. Vous allez avoir des publics qui sont déjà en précarité sociale et qui n'utilisent pas le numérique dans le monde professionnel et qui ont fait peu d'études, donc peu d'interaction avec l'outil aussi dans leur parcours éducationnel. Et puis enfin, vous allez trouver le monde de la grande exclusion, dans lequel il y a le handicap lourd, le grand âge et effectivement la très grande précarité. Voilà. Et tout ça dans un contexte, là j'enfonce une porte ouverte, où le numérique n'a de cesse de s'accélérer au quotidien. Ce sujet est devenu très public avec la dématérialisation en gros des services de l'État du quotidien ou même des services des territoires du quotidien, mais il touche aussi évidemment tous les opérateurs privés de services essentiels. Et on voit bien, je vous ai donné quelques exemples, on voit bien la valeur quasi indispensable qu'a le numérique pour accéder à ces services-là. Et la crise Covid a été un révélateur extrêmement important. Voilà, on a vu que pour accéder à des soins en période Covid, la télémédecine était devenue un outil indispensable. Voilà, quand on n'y a pas accès, on mesure la problématique. Et je vous ai donné un autre exemple, qui est le covoiturage, qui est notamment pour les publics fragiles, financièrement, qui a une opportunité incroyable pour se déplacer, on pourrait dire dans quelque chose qu'on appelle des voyages, ou en tout cas dans des temps de loisirs, mais qui est aussi une opportunité au quotidien pour aller à son travail. Voilà, et donc tout ça n'est possible, accessible, que si on fait un effort tout particulier avec ces 2 tiers ou ce tiers pour lequel il va falloir faire bâtir des parcours renforcés. Alors du coup, on comprend bien que du coup il y a une espèce de double peine, c'est-à-dire que très souvent ça touche déjà des publics fragiles, fragiles socialement, et qu'en plus ils ne vont pas pouvoir utiliser ces opportunités numériques. Il y a un sujet qui nous passionne, c'est le sujet sur lequel on pense qu'il y a des leviers incroyables, c'est les bons plans du numérique. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique est une source d'économie extrêmement importante, dans un contexte économique et social que vous connaissez, et malheureusement, ces bons plans du numérique sont souvent uniquement accessibles en ligne, et c'est un exemple absolument flagrant
de l'enjeu qu'il y a à accompagner tout le monde, et en particulier les publics fragiles, qui dans le fond devraient être les premiers services sur ce type de service. Voilà. Alors, pourquoi l'entreprise au cœur de ces enjeux? Ça sonne comme une évidence. Pour moi, il y a deux enjeux clés. Il y a un enjeu de performance, de performance économique, parce que on va parler quand on parle de 2/3 des Français, on voit bien que c'est une taille de marché extrêmement importante. On va parler de design de services, et on va en parler aujourd'hui en particulier. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est devenu clé, qui est l'engagement sociétal. Et comment être, quelque part, un leader durable sans être un contributeur au quotidien des enjeux clés de la société. Vous retrouverez tous dans vos entreprises, effectivement, des enjeux et du sens à vous engager sur ce sujet-là, qui en plus est extrêmement perceptible par tous vos salariés. On pourrait faire un petit sondage. Qui n'a pas aidé un proche sur le numérique? On comprend tous très bien le sujet. On a tous vu aussi qu'on pouvait très rapidement agir sur ce sujet et obtenir des résultats. Voilà, donc c'est un sujet, dans le fond, à la fois essentiel et pas si difficile. Et il n'y a pas de fatalité. Du coup, il faut absolument s'engager. Alors, de quoi on va débattre plus particulièrement aujourd'hui dans les prises de parole? Donc, l'enjeu de marché. Voilà. Donc, c'est une évidence. On voit que, il y a l'exemple des plateformes de e-commerce qui est derrière moi. C'est une évidence que pour les entreprises aujourd'hui, et aussi pour les services publics d'ailleurs, il y a un enjeu de rentabilité, il y a un enjeu de performance, il y a un enjeu de développement, aller chercher ces publics fragiles et leur proposer, en bonne intelligence, l'accès à des services. Quand je dis en bonne intelligence, c'est que c'est aussi les publics fragiles. Donc il y a un enjeu aussi du coup sociétal, mais que j'évoquerai un peu plus tard. Voilà. Et puis enfin, depuis 15 ans maintenant, il y a beaucoup de théories économiques et de management, et notamment d'innovation, qui démontrent la valeur d'aller designer ces services dans un environnement de radicalité. Il y a plein de belles histoires sur ce sujet-là. General Electric a été le pionnier. On le voit tous les jours, et il va y avoir un bel exemple. Voilà, travailler le design de ces services en co-construction avec des publics fragiles est une opportunité. Voilà, et on voit qu'il en est né déjà de très belles innovations. Voilà, ce n'est pas si compliqué. Et les gains potentiels sont extrêmement importants. On me met la pression sur le timing, du coup, je vais passer à l'enjeu suivant. Voilà, un enjeu de responsabilité sociale. Bon, il y a l'exemple évidemment bien connu, c'est qu'aujourd'hui, pour recruter des jeunes, on se doit à des entreprises engagées et responsables. Mais on l'a vu, nous, dans beaucoup d'exemples de collaboration avec des entreprises, voilà, amener du sens et amener cette information et cette capacité dans le dialogue que l'on a avec ses clients ou ses usagers, voilà, crée énormément d'engouement, de valeur au quotidien. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel ensuite il fait bon communiquer. Voilà. Et puis l'engagement, en fait, de vos collaborateurs. Et là, je vais évoquer le sujet même du bénévolat. En fait, c'est un bénévolat absolument merveilleux. On l'a vécu dans des organisations qu'on a créées avant. Voilà, c'est très simple quand on est autonome sur le numérique de passer à l'action. Voilà, ça se fait très vite. On rend des services immédiats, incommensurables au public que l'on va accompagner. Ce n'est pas si compliqué à organiser, voilà, et ça crée des dynamiques collectives extrêmement intéressantes. Il va y avoir des exemples tout à l'heure, notamment avec la Banque Postale. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on est probablement sur un des enjeux les plus clés de notre société aujourd'hui. Voilà, il a à la fois des impacts économiques, sociaux, de liens aussi au quotidien. Vous allez voir qu'à travers 3 exemples, ce n'est pas si compliqué d'agir. Voilà, donc l'idée, c'est allons-y, et j'espère que ces témoignages vont vous donner envie de passer à l'action avec nous. Donc je vais passer la parole à Florence Bénistan, qui est responsable marché clientèle vulnérable à la Banque Postale, avec comme problématique quelle approche de la dématérialisation quand on a une banque qui a la spécificité d'avoir une mission d'accessibilité bancaire. Et donc vraiment, voilà, comprendre comment s'articule cette mission d'accessibilité bancaire
Et la particularité qu'à la Banque Postale, il y a une surreprésentation publique en difficulté économique, en difficulté numérique, avec la dématérialisation que vous menez. Voilà. Est-ce que vous... Oui, c'est parfait. Donc bonjour à tous, je suis Florence Bénistan, à la direction des clientèles vulnérables à la Banque Postale. Merci à WeTechCare et Artefact pour cette invitation. C'est vrai que la thématique de l'inclusion numérique nous résonne particulièrement en nous, puisque dans cette direction, en fait, notre mission première, c'est de lutter contre l'exclusion bancaire. Et avec l'évolution des usages digitaux, c'est vrai qu'elle est intimement liée aux usages numériques, et donc à l'exclusion numérique. Donc pour favoriser cette inclusion numérique, on travaille à la Banque Postale autour de 3 axes principaux. Le premier, le plus important, c'est l'accompagnement humain. Le deuxième, et c'est un peu les prémices chez nous, c'est la conception d'offres justement designées pour ce public-là. Et le troisième axe, ça va être plus la montée en compétences aux usages digitaux de nos clients vulnérables. Et donc si je reviens sur le premier axe qui est l'accompagnement humain, il est assez naturel chez nous de mettre l'accompagnement humain au cœur de notre mission, puisqu'on a un maillage territorial déjà très dense. On a à peu près 17 000 points de contact sur tout le territoire. On a presque 8 000 bureaux de poste partout en France. Et cet accompagnement, il est d'autant plus important qu'on accompagne à la Banque Postale 3 millions de clients vulnérables parmi nos 20 millions de clients. Donc ces 3 millions de clients, ils se répartissent un peu en deux populations. On a, de par notre mission de service public dont Paul parlait, les clients en accessibilité bancaire. Donc ça, ce sont des clients qui sont très éloignés des usages bancaires de base, des usages digitaux. Pour beaucoup, ce sont des profils comme des demandeurs d'asile, des migrants, des sans domicile fixe, des personnes qui sont très isolées, qui ont beaucoup de mal à comprendre le français et du coup, la conséquence de tout ça, qui souffrent d'électronisme. Et donc pour cette population-là, on propose un dispositif qui va permettre la bancarisation et donc l'intégration dans la société sans qu'il y ait de frein digital, en fait. Et on va proposer le livret A d'accessibilité bancaire. Donc c'est un livret A, alors quand on parle du livret A, on pense au livret A d'épargne, mais à la Banque Postale, c'est un livret A un peu spécifique qu'on appelle le livret A d'accessibilité bancaire, qui est ouvert à tous. Donc n'importe qui peut, dans n'importe quel bureau de poste en France, venir le souscrire de façon gratuite. Et cet outil de pré-bancarisation va permettre à ces populations d'avoir leurs aides sociales qui sont versées sur le livret A. Elles vont pouvoir être prélevées de leurs factures d'électricité, de gaz, de loyer, et maintenant d'opérateurs de télécom d'ailleurs. Et ça va leur permettre en fait d'être dans une première marche de bancarisation et d'être donc intégrés à la société. Donc ça, c'est 1,4 million à peu près de clients à la Banque Postale. On a également, en plus de ces clients-là, des clients qui sont fragiles financièrement. Alors ces personnes-là, elles sont au nombre de 1,6 million. Et en fait, ce sont des personnes qui ont des difficultés dans la gestion de leur budget, qui sont pour la plupart sous le seuil de pauvreté, qui rencontrent un grand nombre d'incidents de paiement tous les mois sur leur compte, qui sont pour la plupart surendettés ou fichés à la Banque de France, donc n'ont pas l'utilisation de leur carte, n'ont pas de chéquier. Et pareil, ces personnes-là, elles vont avoir besoin d'un grand accompagnement pour leur démarche bancaire, savoir se servir de leur compte, etc. Et pour ça, on les accompagne à travers de l'accompagnement en face-à-face dans les bureaux de poste et de l'accompagnement à distance par téléphone. Voilà, tout ça pour à chaque fois les aider à s'acculturer au digital aussi. Et donc, en face-à-face dans les bureaux de poste, on a catégorisé un peu des bureaux de poste spécifiquement pour accompagner ces populations-là, donc avec des formations spécifiques de notre force commerciale. On a à peu près 1960 bureaux de poste qu'on appelle des bureaux de poste à priorité sociétale, qui sont plutôt situés dans les quartiers prioritaires de la ville, qui vont avoir un flux important de publics vulnérables, surtout en début de mois, au moment du versement des prestations sociales. Donc là, les bureaux de poste vont être assez chargés à ce moment-là. Et on profite de ces moments-là pour avoir des interprètes, des médiateurs sociaux qui sont présents en bureau de poste pour accompagner les clients dans leur démarche d'usage de services en ligne bancaires, mais aussi de services en ligne courrier, colis, enfin tous les métiers du groupe La Poste. Ça, ce sont pour les bureaux à priorité sociétale. On a également des bureaux référents migrants,
Donc ça, on en a à peu près 360 qui, pareil, sont à proximité des structures d'hébergement ou d'accueil des demandeurs d'asile. Et pareil, là, on est dans l'accueil de publics qui ne parlent pas le français, donc qui ne savent absolument pas se servir non plus des démarches administratives en ligne. Et pour ces personnes-là, pareil, on a des travailleurs sociaux qui les accompagnent en bureau de poste et qui vont les accompagner dans l'ouverture de leur compte, dans l'obtention d'une carte de paiement ou de retrait à travers ce fameux livret A d'accessibilité bancaire. Et puis plus récemment, le groupe La Poste est en train de déployer des conseillers numériques France Service avec l'aide de We Take Care sur le volet formation. Et donc, depuis début 2022, on a formé 80 conseillers numériques qui vont être déployés petit à petit dans des bureaux de poste étapes numériques. C'est-à-dire que dans ces bureaux de poste-là, il y aura des locaux dédiés à la montée en compétences de ce public sur les usages digitaux. Donc des locaux qui seront équipés d'ordinateurs, de tablettes, d'Internet. On pourra faire des visioconférences. Et ce sera vraiment des ateliers à destination du public en difficulté numérique, des ateliers gratuits pour faire de la pédagogie. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, on aura donc 100 conseillers numériques France Service formés dans le groupe La Poste. Voilà, donc ça c'est pour l'accompagnement en face à face de ces publics-là. Pour l'accompagnement à distance, parce qu'il n'y a pas que le face-à-face, et pour ceux qui n'utilisent pas les services en ligne, on a un numéro de téléphone gratuit aussi, qui permet aux clients qui ont des difficultés financières, qui ont oublié leur mot de passe, qui ne savent pas comment consulter leur compte, comment faire un virement, ils peuvent appeler une plateforme d'accompagnement bancaire et budgétaire qui s'appelle l'Appui, qui existe depuis 10 ans maintenant, qui prend en charge à peu près 200 appels clients par jour. Hein, donc, c'est des appels qui peuvent être très très longs. Ce n'est pas des appels qui durent 5 minutes avec un conseiller bancaire. C'est des appels qui peuvent durer presque 1 heure. C'est souvent des personnes en grande détresse parce qu'elles ont des problèmes personnels. Et puis, la double peine, c'est qu'elles n'arrivent pas à se connecter, elles n'arrivent pas à régler leurs problèmes financiers. Et du coup, ça engendre des difficultés supplémentaires. Et là, les chargés de clientèle de l'Appui vont prendre le temps de faire un diagnostic de leur budget et vont aller plus loin si jamais ils se rendent compte que les personnes ont besoin d'un accompagnement plus poussé pour chercher un emploi, pour chercher un logement ou parce qu'elles sont en situation de mal-endettement. Elles vont les accompagner, les orienter vers des associations partenaires pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir aussi détecter les aides sociales auxquelles elles ont droit, puisqu'on se rend compte qu'il y a 40% de non-recours aux droits en France à cause justement de ce frein digital. Les démarches administratives pour obtenir des aides sociales sont assez compliquées, on ne sait pas où aller les chercher. Alors, si vous n'êtes pas accompagné par une assistante sociale, c'est vrai que vous ne savez pas forcément que vous avez le droit à des aides locales de votre région, par exemple. Et là-dessus, nos chargés de clientèle à l'Appui sont formés sur tout ce paysage social et donc vont pouvoir permettre à ces clients de connaître et d'être informés en fait, de ces aides et d'être orientés vers les bons acteurs associatifs. Donc voilà, ça c'est pour le volet accompagnement humain pour nos 3 millions de clients vulnérables et plus d'ailleurs, parce qu'on accompagne aussi tous les clients de la Banque Postale qui ont des difficultés financières. Sur le deuxième axe de travail qui est donc la conception d'offres designé à destination de ce public-là, c'est le début. On commence un petit peu à sensibiliser en interne les collaborateurs de la Banque Postale à ce travail-là. Et ce qu'on a fait récemment avec la direction du digital, en fait, ils souhaitaient redesigner l'application de la Banque Postale. Et donc, on leur a proposé de monter un groupe de travail avec une de nos associations partenaires qui est ATD Quart Monde. Et donc, on a mis autour de la table une quinzaine de personnes, de publics accompagnés par ATD Quart Monde, très, très éloignés du numérique, très isolés. Ils ne sont pas équipés d'ordinateur, pas de tablette. Ils ont un téléphone portable 9 touches pour la plupart. Très peu ont un smartphone. Et on les a fait travailler sur un peu le design de l'application, en fait. Et ce qui est ressorti, c'était des besoins de très grande clarté au niveau du design, tout simplement. Pas trop d'informations parce que c'est trop dense à digérer. Une priorisation aussi des besoins. Parfois, on met trop de choses sur l'application et du coup, ils ne savent pas trop où aller chercher l'information. Par exemple, ce qui est ressorti, c'est que eux, ce qu'ils voulaient avoir dès lors qu'ils se connectaient sur l'application, c'était de savoir combien il leur restait sur leur compte. C'était ça, ils y vont tous les jours, ils ont besoin de savoir. Et que c'était une information finalement qui ne ressortait pas tellement sur l'application. Également, dans le vocabulaire utilisé, on s'est rendu compte que en fait,
ils ne parlent pas forcément la même langue que nous, les banquiers. Et donc, tout ce qui concerne les assurances, les primes, les sinistres, les franchises, ça ne leur parle pas du tout, du tout. Et que du coup, voilà, c'était une sensibilisation en fait à la direction du siège en fait sur les termes utilisés, le vocabulaire employé, pour faciliter en fait l'usage de ces outils digitaux. Et donc, pour les clients de la Banque Postale dans la salle, l'application est beaucoup plus épurée. Et c'est vrai que quand on se connecte, la première info qui ressort, c'est le solde de son compte. En gros, c'est quelque chose voilà, qui a permis un petit peu de faire évoluer la démarche. C'est progressif, mais ça permet petit à petit aussi de faire un peu bouger les lignes en interne. Voilà pour cet axe-là. Et pour le dernier axe de travail voilà, qu'on essaye de développer, c'est un axe de travail qu'on travaille justement avec We Take Care sur la montée en compétence des usages digitaux de nos clients. Et pour ce faire, on a développé un plan d'inclusion bancaire par le numérique avec l'aide de We Take Care et de 2 partenaires associatifs, donc des médiateurs sociaux qui sont PIMS Médiation et FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Et on travaille en fait sur ce plan d'inclusion bancaire à identifier les précarités numériques de nos clients en bureau de poste directement. Donc, quand il y a, par exemple, un fort afflux dans les bureaux de poste, on va avoir des médiateurs sociaux, des antennes PIMS et FAS qui sont à proximité du bureau également, qui seront présents au bureau de poste, qui vont aller vers les usagers, vers les clients du groupe La Poste, qui vont commencer à les informer sur les services en ligne qui existent au sein du groupe. Et ils vont pouvoir, à travers un questionnaire qui est sur une tablette, commencer un questionnaire pour évaluer le profil numérique du client. Et en fonction du profil numérique, ils vont pouvoir soit donner un coup de pouce immédiat en bureau de poste, c'est-à-dire potentiellement diriger le client vers le distributeur de billets, lui expliquer comment ça marche, comment on retire de l'argent avec une carte bancaire, parce que voilà, c'est des choses qu'ils ne savent pas forcément faire. Comment consulter son compte en ligne. Ils vont pouvoir les aider à télécharger l'application de la Banque Postale sur le smartphone, par exemple. Et s'il y a besoin d'un accompagnement plus poussé, ils vont pouvoir les inscrire à des ateliers digitaux gratuits qui sont juste à proximité du bureau, donc dans les antennes partenaires PIMS et FAS, pour pouvoir participer à des ateliers collectifs de formation et de montée en compétences sur les usages digitaux bancaires. Et donc souvent, les grandes thématiques qui sont abordées lors de ces ateliers, c'est l'ouverture d'un compte en ligne, la consultation de son compte et la connexion à son espace banque en ligne, le téléchargement d'un RIB et la prise de rendez-vous avec un conseiller. Pour accompagner également dans ce plan d'inclusion bancaire par le numérique les aidants numériques des associations PIMS et FAS, on a créé un espace dédié à la Banque Postale pour les aidants numériques. Et donc là-dessus, on peut télécharger des tutos, des fiches pédagogiques pour que vraiment les acteurs associatifs montent eux-mêmes en compétences et après soient les meilleurs ambassadeurs pour former les clients aux usages numériques. Et ça nous a permis en 2020 d'accompagner plus de 2000 personnes à la Banque Postale. En 2022, on est, je crois, à 1600 personnes accompagnées à la Banque Postale, 1300 en individuel et 300 en atelier collectif. Sachant que les conseillers numériques qui sont également formés à toutes ces problématiques ont déjà accompagné plus de 7000 personnes depuis le début de l'année sur les usages numériques de la Banque Postale et du groupe La Poste. Voilà, donc ça fait beaucoup de pistes de travail, mais en tout cas, on a la volonté d'aller vers cette inclusion numérique et d'aller vers l'inclusion bancaire par le numérique. Et donc, ce qu'on a pu aussi développer avec We Take Care, c'est une communauté d'aidants numériques. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on pousse de plus en plus à travers des webinaires, des conférences, voilà, la mise à disposition de tutoriels pour faire grossir cette communauté d'aidants numériques et que finalement ce soit de plus en plus exponentiel. Donc là, je crois qu'on est à près de 7000 aidants numériques voilà, formés grâce à cette communauté d'inclusion financière par le numérique sur les bons clics. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout à fait, on a un micro si besoin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si l'inspiration ne vous vient pas tout de suite, c'est pas forcément grave. On pourra parler après. Mais ah oui, une question. Merci pour toutes ces explications, ces informations, et bravo pour ce programme. Est-ce qu'il y a une étude d'impact qui a été réalisée, assez précise, sur ces différentes actions, pour évaluer aujourd'hui l'autonomie
partiel ou total de ces clients que vous avez accompagnés vers l'accès des outils digitaux notamment? Alors, on a le nombre de personnes accompagnées. C'est vrai qu'on est en train de relancer une étude d'impact. On en avait fait une il y a très longtemps avec notre plateforme d'accompagnement bancaire et budgétaire. Et ça avait soulevé, en fait, ça avait répondu à quelques-unes de nos questions, c'est-à-dire que ça permettait surtout une prise de conscience. Une prise de conscience, en fait, du besoin de se former aux usages numériques pour pouvoir accélérer, pour pouvoir freiner les difficultés financières que ça peut engendrer, en fait. Mais là, on est en train de remettre à jour cette étude d'impact et donc on travaille dessus pour début 2023. Et puis, on va également tester dans tout le réseau bancaire de la Banque Postale une sorte de roadshow. On va aller dans les bureaux de poste pour faire de l'accompagnement bancaire en face à face. On va associer aussi WeTakeCare à cette démarche en avril-mai pour pouvoir voir justement sur le terrain ce que ça permet de lever comme frein auprès de ces clients-là. Donc voilà, c'est plutôt pour 2023. Juste une petite question. Les ateliers que vous organisez, c'est autour de la plateforme des bons clics ou c'est autre chose? Alors, ce sont des ateliers, oui. Les acteurs associatifs, donc PIM CEFAS, vont pouvoir se former grâce à la plateforme des bons clics et grâce à l'espace dédié de la Banque Postale. Et après, ils vont en effet se servir des bons clics pour animer l'atelier qui se trouvera en proximité du bureau de poste et qui va durer à peu près en moyenne 1 heure. Voilà, donc des ateliers qui généralement en moyenne, il y a 4 personnes dans un atelier. Oui, bonjour, merci pour ces explications. Une question, j'imagine que toutes ces initiatives ont un coût financier et que la Banque Postale est aussi une entreprise qui se doit d'être rentable. Et comment vous arrivez à concilier ces deux objectifs qui peuvent sembler antagonistes? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que dans notre direction, on n'a pas de démarche business, au contraire du reste de la direction marketing, mais de par notre mission de service public, on a donc cette mission de service public qui est la mission d'accessibilité bancaire de la Banque Postale, qui est conférée par l'État. On a une compensation financière qui nous permet justement de développer des actions en faveur de notre public vulnérable. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un peu un équilibre. Voilà. Merci beaucoup Florence. Je vous propose de passer à Pauline. Je vous propose de passer à la deuxième intervention qui est celle de Léopold Gilles, directeur de la stratégie de l'innovation du Lab et de la RSE chez Pôle emploi, avec comme angle, comme fil conducteur, l'idée que rendre accessibles ces services numériques permet d'améliorer la situation et d'améliorer l'expérience de tous les usagers. Donc je vais te laisser développer cette idée. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, merci de l'invitation. Alors, effectivement, l'inclusion numérique, c'est un sujet sur lequel on travaille de longue date. Pôle emploi, je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors, de fait, on n'est pas tous amenés à être clients de Pôle emploi. En réalité, il y a une personne sur deux sur l'entièreté d'une vie qui peut être amenée à passer par chez nous. De fait, souvent, l'expérience date un peu, puisque en moyenne, voilà, les gens qui connaissent Pôle emploi l'ont connu peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, je me permets de faire une petite page de rafraîchissement sur le fait qu'on a beaucoup investi sur ce sujet depuis 10 ans. Sur à la fois le développement des services digitaux, mais aussi sur l'accompagnement à leur usage. Donc on a maintenant, de fait, plus le choix pour s'inscrire à Pôle emploi, c'est online, uniquement online. Quand je dis ça, on peut être accompagné en venant dans l'une de nos 1000 agences, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil. Donc il va y avoir notamment des conseillers, des agences, des jeunes en service civique qui vont venir du coup faire avec, aux côtés. Et puis il y a d'autres solutions d'accompagnement à distance, y compris par téléphone. On peut faire beaucoup de choses, entre guillemets, sans maîtriser le numérique, mais ça passe nécessairement par le numérique. C'est à la fois une attente, c'est à la fois un enjeu d'efficacité parce qu'on capte de l'information, on la conserve et puis on peut accompagner les gens dans la durée. Donc voilà, on a complètement pris ce virage-là il y a 10 ans et avec un enjeu très fort chez nous puisqu'on a une partie importante également de nos publics qui sont
en précarité pour certains, en situation d'illettrisme ou simplement de non-maîtrise de la langue, qui est un obstacle numérique aussi en tant que tel. Bon. Alors, donc quelque part, on a essayé de traiter cette question en accompagnant les gens, mais on a aussi travaillé dans le sens que tu évoquais, sur une façon peut-être différente de développer nos services pour les adapter dès le départ à des besoins ou aux difficultés qui peuvent naître. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du préventif, on va dire, plutôt que du curatif. Et on est tombé sur un sujet très concrètement, alors qui n'est pas nouveau non plus, qui est l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. Au passage, je remercie Margarita qui est dans la salle, qui m'a aidé à préparer non seulement la présentation, mais qui travaille beaucoup sur ce sujet. On est un peu tombé de notre chaise il y a 2 ans en réalisant qu'en fait on était très en retard sur ce sujet. Très en retard, alors on s'est un peu rassuré au début en se disant qu'on n'était pas les seuls et qu'on était tous au fond de la classe près du radiateur, mais que globalement donc il n'y avait pas de bons élèves. Bon, on peut se rassurer 5 minutes avec ça, mais on se rend compte en fait rapidement que d'une part c'est une obligation légale, donc voilà, parfois on se fait mettre la pression de l'extérieur et c'est normal. Mais quelque part, et je reprends le terme bien volontiers que tu utilisais Jean, on a réalisé que c'était une opportunité au sens d'un levier extraordinaire pour simplifier nos services et les rendre nativement, directement plus accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu comment on a fait. Alors, il y a une question aussi qui est très intéressante tout à l'heure sur ce que ça coûte. Alors effectivement, nous aussi, on est un opérateur public. De fait, ça nous a coûté très très cher de rattraper notre retard. Vous allez voir qu'on l'a rattrapé assez rapidement. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'en développant nativement des solutions accessibles, ça ne coûte pas plus cher. Et en fait, on a des gains immédiats sur la facilité d'usage. Et donc, quelque part, on vient moins nous chercher ensuite par téléphone ou en direct quand les services sont de fait très simples dès le départ. Je vous refais pas le volet théorique, mais quand même rappeler qu'on a un référentiel qui est assez complet, pour pas dire complexe, qui vient de nos amis de l'Union européenne, mais qui du coup a le mérite d'être un système unique dans tous les pays, avec 13 thématiques qui sont systématiquement du coup à sécuriser, 107 critères, 250 tests à réaliser pour s'assurer qu'on est accessible au sens de la loi, de ce référentiel. Il y a un référentiel spécifique sur le mobile, et pour être un peu concret, voilà, on vous a donné des exemples. Donc typiquement, pour être accessible au sens du handicap, il faut pouvoir proposer une synthèse vocale ou une plage en braille, notamment pour les personnes aveugles et malvoyantes, avoir du coup des caractères qui soient suffisamment de taille suffisante, des contrastes qui soient suffisants pour du coup permettre aux malvoyants de les lire, et puis de la possibilité de ne pas utiliser la souris. Ça peut paraître un détail, mais pour certains c'est absolument indispensable. Et on va voir que voilà, l'accessibilité pour nous, on n'est pas les seuls à le penser, c'est indispensable pour certains, mais c'est utile à tous, réellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc c'est une obligation. Est-ce que, à votre sens, c'est une obligation qui s'applique à tout le monde ou pas, ou juste au service public, au privé? Vous avez une réponse? Donc, donc principalement le privé au-dessus d'un certain chiffre d'affaires. Public aussi, d'accord. Bon, ok, ça va. Vous êtes à peu près au niveau. Donc là, c'était une question facile. Hein. Mais bravo. Effectivement, on est tous concernés, sauf jusqu'à présent les petites et moyennes entreprises pour des questions, voilà, simplement de viabilité aussi, de capacité financière. Étant donné que pour certaines, ça peut être un coût important. Alors, deuxième question, c'est... J'ai un peu donné la réponse, mais bon.
De votre point de vue, l'accessibilité numérique, est-ce que c'est utile aux personnes âgées, aux personnes avec des troubles moteurs, aux personnes éventuellement dyslexiques, malvoyantes, non-voyantes? Principalement, c'est utile à qui? Oh, j'ai donné la réponse, donc... Ok, alors celle-là, elle est peut-être plus difficile. De votre point de vue, ou à votre avis, lequel de ces objets a été créé pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap? Le SMS, la télécommande pour la télévision, je ne sais pas si ça existe encore la télévision, l'assistant vocal, les lunettes de soleil. Réponse C, réponse B. L'assistant vocal. Donc tout le monde, et réponse C aussi. Donc. Tadam! Donc là, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a développé des solutions qui aujourd'hui sont complètement intégrées dans notre quotidien, qu'on utilise sans y penser. Et en fait, c'est simplement parce qu'à un moment donné, on s'est intéressé à des personnes qui avaient une problématique particulière, en fauteuil, par exemple, roulant, pour changer de chaîne s'il n'y a pas de télécommande. C'est vrai que voilà, on a été obligé de réfléchir à une solution qui maintenant... Voilà, bon, encore une fois, la télévision est en train de disparaître, mais la télécommande a encore de beaux jours devant elle, que ce soit pour la domotique ou autre. Voilà, donc ça, c'est un exemple intéressant parce qu'on le cite souvent pour dire attention, ok, c'est une contrainte, c'est une obligation, il faut être exemplaire, il y a des questions d'image, etc. Mais en fait, c'est une opportunité énorme, on ne se rend pas compte pour développer des solutions beaucoup plus simples qui servent à tout le monde. Et à tout le monde de façon... complètement, ça devient quasiment indispensable aujourd'hui en fait. Donc indispensable à tous peut-être. Alors, quelques exemples aussi très concrets, voilà, je le citais, les contrastes. Alors, on n'a pas besoin d'être parfaitement accessible au sens du handicap pour s'intéresser à la question de l'ergonomie et des contrastes, mais de fait, c'est des points de passage obligés sur lesquels, si on est bon sur l'accessibilité, on sera bon sur... l'ergonomie et la simplicité plus globalement. Autre exemple, voilà, les sous-titres, on n'y pense pas toujours. Maintenant, ça devient de plus en plus fréquent. Et puis, il y a des fonctionnalités très simples, y compris sur des grandes chaînes de diffusion telles que celle que tout le monde connaît, YouTube, pour ne pas la citer. Voilà, maintenant, c'est automatisé, mais intégrer cette fonction, en réalité, c'est indispensable pour les gens qui sont sourds ou malentendants, mais dans plein de situations, on le sait tous, on a fait l'expérience, c'est directement utile. On vous a mis des liens vers des vidéos parce que qui sont très concrètes, qu'on pourra vous faire passer si ça vous intéresse. Voilà, alors donc ça c'est pour vous dire pourquoi on le fait, pourquoi on s'y investit. On s'est rendu compte qu'on était pas bon, qu'on risquait d'avoir des problèmes avec nos tutelles, mais surtout qu'il y avait en fait une énorme opportunité. Alors comment on s'y est pris? On a beaucoup travaillé sur nos process de développement des nouveaux services digitaux. Alors déjà on a commencé par réduire la dette parce qu'on était, j'ose à peine le dire, mais à 17% d'accessibilité il y a 2 ans. On a quasiment réussi, même au-delà, à inverser les 2 chiffres en 2 ans. Donc maintenant on peut le dire, on n'a plus honte, mais quand même, on était très loin de la balle. Donc on a fait un gros effort pour se mettre à niveau, mais surtout pour rester à niveau. Parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais on peut dégrader très vite son score s'il y a des développeurs qui passent derrière, qui remettent un bout de code qui n'est pas accessible. On a parfois dégringolé d'un coup. Donc il faut se maintenir. On ne peut pas faire juste du one-shot et se dire qu'on est bon, parce que les services évoluent en permanence, et donc il faut l'intégrer en fait, non seulement nativement, mais on continue dans les développements. Alors comment on fait? On a beaucoup travaillé sur le développement de compétences en interne, des développeurs, mais aussi nos prestataires, parce qu'on externalise un certain nombre de choses, donc y compris dans les clauses, dans les contrats qu'on passe avec nos prestataires. On a beaucoup travaillé avec les utilisateurs, donc on a un service ergonomie qui travaille avec les usagers, y compris en situation de handicap, pour tester, vérifier systématiquement dès le départ, et puis on continue, que les services sont réellement utilisables, pas seulement au sens du respect du référentiel, mais dans la vraie vie. Et puis on audite, donc on
on teste, on fait des tests. Maintenant, il y a des tests qui sont automatisés. Alors, il y a plein de façons d'auditer, il n'y a pas d'obligation légale là-dessus. On a une obligation de s'évaluer d'une façon ou d'une autre. Donc, on le fait régulièrement parce que c'est un bon moyen de se motiver aussi, pour se mesurer à quelque chose. Et donc, on a des audits réguliers qu'on fait nous-mêmes. Parfois, on passe par l'extérieur pour aussi avoir la garantie quelque part qu'on n'est pas en train de se beurrer les lunettes, qu'on se raconte des histoires. Concrètement, voilà, nos services ils sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, je vous redonnerai les chiffres, mais effectivement, on continue à accompagner. Donc, j'ai parlé des services civiques en agence. Il y a également des tests maintenant d'autonomie numérique systématique à l'inscription avec PIX. PIX Emploi, qui est un test qui marche très bien, qu'on a développé avec une start-up d'État. Et donc, ça nous permet de repérer aussi les gens qui vont avoir davantage besoin d'être accompagnés ou développer simplement leurs compétences. Donc, on fait du repérage systématique, de l'accompagnement systématique. Et puis, l'assistance téléphonique, je le disais, ça intègre y compris aujourd'hui de la traduction en langue des signes, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas simplement communiquer par téléphone et donc qui ont besoin d'interprétariat. Donc on intègre, y compris sur le téléphone, des solutions d'accessibilité. Alors, pour ne pas faire trop long, où est-ce qu'on en est sur les résultats? Vous voyez qu'on était parti d'assez loin. Alors, en gros, c'est pour vous montrer qu'on a en un an à peu près dépasser le seuil de 75% d'accessibilité qui est fixé par la DINUM comme étant un peu le minimum pour être considéré comme accessible. Donc, on veut être idéalement à 100%. 2 minutes, merci. Sachant que le 100% ne garantit pas que ça fonctionne à tous les coups, mais bon, 75%, on commence à être pas mal. Donc, il faut se maintenir. Ça a été un gros investissement. On a mis beaucoup d'argent sur ce sujet-là, mais on était très en retard et on a un nombre de services digitaux et puis un historique un peu lourd parce que on a des développements informatiques qui datent pour certains d'entre eux. Donc, on a réussi quelque part à passer ce cap. Maintenant, je le disais, il faut absolument qu'on se maintienne et du coup, on intègre en fait en permanence cette dimension. Voilà, pour faire court, nous, le sujet, c'est effectivement de respecter la loi, mais surtout de s'assurer que les services y sont vraiment utilisables. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des enquêtes aussi de satisfaction et sur la facilité d'utilisation, et on regarde les écarts entre personnes qui ont un handicap, qui n'en ont pas, pour chercher à les réduire totalement. Et puis, on se dit, c'est ça vraiment notre conviction, que quand on les aura réduits, en fait, ça fera progresser les scores. Globalement, on est entre 80 et 90% de facilité d'utilisation. Il y a parfois 2-3 points d'écart entre les deux types de publics. Une fois qu'on les aura réduits à 0, ce sera, et ça c'est notre pari, un booster pour passer au-dessus de la barre des 90% et d'avoir des services qui soient parfaitement faciles d'utilisation pour tous. Notre défi maintenant, le dernier vraiment, je ne sais pas si c'est le dernier kilomètre, mais c'est une fois qu'on sera au top, c'est de le faire savoir. Parce qu'on a quand même un vrai sujet. On n'est pas forcément les pros de la communication chez Pôle emploi, mais c'est pour ça que j'étais content aussi qu'on puisse parler un peu de nous aujourd'hui. Il y a des phénomènes d'autocensure, très clairement, consistant à dire ce service-là, ça va être trop compliqué, il ne sera pas adapté, il ne sera pas accessible. Et de fait, dans nos enquêtes, on capte des gens qui ont utilisé nos services qui nous disent « Ok, oui, ça va, c'est bon ». Il y a des gens aussi qui ne les utilisent pas en se disant « Ça ne va pas le faire ». Donc ce phénomène d'autocensure par rapport à notre mission de service public, par rapport à l'enjeu d'accès aux droits plus globalement, pour capter des clientèles pour le privé, c'est le même sujet, il est fondamental. Donc s'améliorer, c'est bien, c'est utile à tous, mais c'est indispensable aussi de le faire savoir pour qu'effectivement il y ait un flux croissant de gens qui utilisent vos services et les services digitaux de manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre une ou deux questions. Je vois qu'il y a déjà une question ici. C'est pas tellement une question. Je vous remercie en tout cas Béatrice Bouy au département des Yvelines. On a eu le même constat chez nous. On avait mis en accessibilité notre offre et on n'avait pas réussi à le dire.
Et aujourd'hui, c'est une information que les gens, les usagers viennent chercher au même titre que l'horaire d'ouverture du guichet. Voilà. Est-ce que le site, est-ce que les services sont accessibles? Et on est passé par une boîte qui s'appelle Picto-Access qui fait ça très bien. Voilà. Et c'était une remarque que je voulais apporter, mais vous avez posé la question. Effectivement, c'est important de le dire, et pour valoriser effectivement les actions, et aussi pour l'usage, les gens qui vont s'en servir après. Est-ce que vous vous intéressez aussi à cette autre forme d'accessibilité qui est le FALC, le facile à lire et à comprendre? Moi, je travaille dans une banque et effectivement, avec les mentions juridiques et tout, c'est quand même pas toujours facile pour tout le monde de comprendre. Et voilà. Alors, je ne l'ai pas cité, mais on a une stratégie d'accessibilité globale qui ne se limite pas au numérique. Et effectivement, du coup, on a un enjeu d'accessibilité, nous aussi, physique de nos locaux sur lesquels on travaille, y compris avec Picto Access d'ailleurs, pour s'évaluer, s'améliorer et le faire savoir. Et sur notamment nos courriers, qui ne sont pas toujours d'une clarté, c'est pas comme l'eau de l'eau de roche, on a la même ambition. Alors c'est moins normé parce que le FALC c'est pas un référentiel complètement normé, donc c'est pas aussi facile que sur le RG2A où on se dit on est à 75%. Le FALC, il n'y a pas un taux de conformité au FALC, mais on travaille un peu de la même façon avec des utilisateurs et avec des enquêtes derrière pour mesurer les écarts sur simplement la clarté de l'information. Ça aussi, ça sert à tout le monde finalement. Absolument, absolument. Bonjour, moi je suis Bertrand Dolgo, je suis Digipost, qui est aussi un service de la Poste. Déjà bravo pour cette progression là, sur le taux d'accessibilité. Juste, j'ai pas bien compris pour la partie connectée, donc quel est le taux d'accessibilité moyen du coup de l'espace connecté du service? On est au-dessus de 75% maintenant sur tous nos services. Aux demandeurs d'emploi sur la partie fixe, on a encore des progrès à faire sur la partie entreprise. Mais du coup, c'est dans notre trajectoire. Et puis sur le mobile, puisque le référentiel, en plus, n'était pas complètement stabilisé encore il y a 2 ans. Donc mais on est sur les services essentiels aux demandeurs d'emploi, sur l'ensemble des services digitaux, on va dire fixes, en partie sur le mobile, mais fixes, déjà au-dessus de 75% partout. Oui, bonjour, Quentin Moiseux, je suis le directeur général d'IPRA, qui est une structure qui est spécialisée en inclusion numérique. J'ai une question pour vous, parce qu'on a beaucoup parlé d'accessibilité numérique, donc relative au handicap. Et finalement, assez peu UX, UI inclusif, c'est-à-dire expérience utilisateur et donc interface utilisateur. On parle du fait que l'accessibilité, enfin nous c'est l'un de nos grands combats, de décloisonner la question de l'accessibilité sur le handicap pour en faire une question d'inclusion plus large. Et du coup, je voulais savoir un peu quelle réflexion, quels travaux, quelle philosophie vous aviez en matière d'UX, UI inclusive, du point de vue notamment de la facilitation en fait, que peut représenter l'accès à Pôle emploi pour les publics vulnérables en situation d'électronisme. Alors là, effectivement, je faisais un focus sur l'accessibilité au sens du handicap, mais on a une politique plus globale sur l'inclusion numérique, je le disais très rapidement en intro. On pense que l'accessibilité au sens du handicap, c'est un levier très très puissant pour faire progresser l'UX global pour tous. Et par ailleurs, on est dans une vision totalement intégrée, c'est-à-dire on ne va pas faire de l'accessibilité à côté avec un site dédié, un site B pour les non-voyants, malvoyants, et un site A pour les autres. Donc c'est complètement intégré, approche native, et puis vision UX permanente, c'est-à-dire ce que je disais sur des enquêtes et des approches, des processus qui intègrent les utilisateurs dès le départ et on continue. Et on vérifie régulièrement que l'expérience, la facilité d'utilisation, presque envie de dire le plaisir d'utiliser nos services, l'attractivité, elle croît, elle progresse, et pour tout le monde en même temps, avec l'idée que plus on réduit l'écart, plus ça progresse globalement pour tout le monde. Merci beaucoup, Léopold, pour toutes ces explications. Et on vous propose de passer à l'intervention de Ingrid Péniaud, Head of CX Qualité chez SNCF Connect, et Marie-Françoise, expert parcours client accessibilité, qui vont du coup nous raconter comment est-ce qu'ils font pour intégrer des personnes en difficulté avec le numérique, tout en développant un service essentiel. Ouais, parfait, merci. Hop. Alors,
Ingrid Peignot, enchantée de pouvoir venir parler de tout ça aujourd'hui avec vous. Alors, je ne suis pas sur le bon sens, je teste en même temps la navette. Ouais. Donc, pour parler d'inclusivité, avant de rentrer dans tout ça, moi j'avais envie de vous remettre un petit peu de contexte sur qui on est, parce qu'en fait, on parle de SNCF Connect and Tech, le groupe finalement digital intégré au groupe SNCF. On s'intègre, nous, dans une entité qui s'appelle l'entité voyageurs, qui, comme son nom l'indique, a la responsabilité de déplacer les voyageurs à l'aide de différentes modalités de transport ferré. Ce qui on retrouve finalement dans cette entité voyageur, ça va être tous les transporteurs que vous connaissez, tels que TGV Inouï, Ouigo, Intercité, TER, Transilien. Et finalement, nous, en tant que SNCF Connect and Tech, nous sommes l'entité digitale qui a la grande mission d'opérer la distribution pour ces transporteurs. On est une entité privée, je vais vous expliquer après aussi ce que ça a comme impact pour nous, évidemment. Notre mission, c'est de les distribuer. Évidemment, ça soulève parfois quelques complexités, puisqu'il y a une énorme richesse, une énorme profondeur d'offres, avec pas mal de différences, finalement, dans la proposition et le service qu'apportent ces transporteurs, et avec des contextes utilisateurs derrière qui sont tout aussi riches, évidemment. La difficulté également pour nous, et c'est pour ça que j'amène la notion on est une filiale privée dans ce groupe qui lui-même est public. Le principal challenge finalement auquel on fait face, c'est que de facto notre champ de responsabilité il est 100% digital. Pour autant, notre utilisateur, lui, il n'est pas 100% digital. Il est un client qui a besoin de se déplacer, enfin un utilisateur, un voyageur, pour aller au travail, pour voir la famille, pour passer un examen, etc. Donc on a un petit peu cette complexité, et même si on est évidemment 100% sur du digital, toute l'ambition pour nous, c'est bien de passer cette frontière-là et d'essayer de pouvoir s'adresser à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont plus de difficultés avec le digital. Ça, c'est pour un petit peu le contexte et reposer la situation. On a une raison d'être qui est la suivante, innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Je pourrais parler de plein de choses autour de la notion de mobilité durable, mais là aujourd'hui l'objectif c'est de vous parler plutôt de cette notion d'accessible à tous. Quand on parle de à tous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si je prends quelques chiffres à l'échelle de la notion justement des voyageurs, il faut avoir en tête qu'une gare du Nord par exemple voit passer chaque jour plus de 800 000 voyageurs. Pareil pour une gare telle que Châtelet, donc sur de la longue distance comme de la courte distance, finalement, on a des... Alors là, on est dans Paris évidemment, mais on a aussi un volume de voyageurs qui est très important. Sur le service digital SNCF Connect, plus spécifiquement, on a à peu près là, sur l'année 2022, 14 millions de Français qui auront acheté un billet de train pour voyager. 5 millions qui se seront renseignés sur de l'information itinéraire autour de déplacements plutôt courte distance ou du domicile-travail notamment. Parmi tous ces clients-là, il y en a à peu près 6%, alors plutôt sur la longue distance là pour le coup, qui font une demande d'assistance, donc qui sont d'assistance en gare pour leur déplacement, donc qui sont en situation de handicap ou en tout cas de temporaire ou permanent. Et puis, pour vous donner aussi un autre chiffre, parce qu'on va aussi se parler un peu d'accessibilité numérique, si je prends un angle qui est celui de la déficience visuelle, on sait qu'on a 3% à peu près de personnes en situation de déficience visuelle. Chez nous, ça représente l'équivalent par rapport au volume d'utilisateurs de nos services numériques, ça représente l'équivalent d'une personne qui se connecte sur le site ou l'application toutes les 20 secondes. Voilà, donc c'est pour vous donner aussi une idée d'ordre de grandeur. Et évidemment, de facto, c'est une forte responsabilité pour nous. Je vous remets ça sous les yeux, mais je pense que vous connaissez pratiquement tous, en tout cas, le service SNCF Connect. L'objectif de ce service, c'est d'être un service digital tout en un qui donne accès à toutes les mobilités du premier au dernier kilomètre, à la fois sur l'itinéraire, de la vente, de l'après-vente et de l'information aux voyageurs de manière générale. Je ne m'attarde pas forcément dessus, l'idée c'était pas de faire un moment de pub.
mais plutôt de vous parler de comment est-ce qu'on travaille l'inclusivité au sein de ce projet qui était SNCF Connect, qui est un service qui est récent. Mais la notion d'inclusivité, elle n'est pas forcément plus que ça. Pour autant, on a repris l'occasion du contexte de ce projet SNCF Connect aussi pour remettre bien à plat toutes ces bases autour de l'inclusivité. Pour s'adresser à tous, évidemment, l'objectif, c'est déjà de comprendre qui sont ces utilisateurs, de savoir quelles sont leurs problématiques au quotidien. Et donc, on travaille régulièrement avec beaucoup de recherches utilisateurs, des recherches ethno aussi, pour pouvoir aller comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce qui nous permet finalement de construire des personas types avec des problématiques données. Et parmi ces personas, on a des personas qui vont être dédiés aussi plus spécifiquement au handicap. On va avoir des personas qui vont inclure des problématiques aussi de niveau de maturité au digital. Et donc, c'est ce qui va nous aider au quotidien dans nos processus à cadrer le mieux possible finalement la conception de nos interfaces, des fonctionnalités qu'on propose à nos utilisateurs. On les traduit, ces données-là aussi, en expérience map, donc des cartographies d'expérience qui visent à comprendre justement les comportements de mobilité de bout en bout. Donc là, ce ne sont pas des expériences map digitales, mais plutôt pour voir comment finalement un utilisateur va vivre sa mobilité, qu'elle soit récurrente ou occasionnelle, courte distance, longue distance. Et ça aussi, ce sont des outils qui sont assez impactants pour nous, pour driver et vraiment structurer nos choix. Toute la matière qu'on a construite là, elle se fait et elle est enrichie grâce justement au contact utilisateur. Pour vous donner quelques exemples, en tout cas nous, dans ce qui nous tient à cœur, évidemment, c'est d'impliquer nos utilisateurs au quotidien. Je parlais de présence récurrente sur le terrain, dans les gares, les petites, les grandes, à bord aussi des différents types de mobilité. On a une communauté de 13 000 membres qui nous accompagnent tout au long de l'année pour aussi participer à faire de la co-construction de nos services. Le projet SNCF Connect, depuis son lancement, c'est plus de 10 000 personnes qu'on a impliquées sur du test évaluatif, sur du guérilla, aller sur le terrain, sonder ce que les utilisateurs veulent. Mais c'est aussi un travail en proximité avec les associations PMR, PSH, qu'on rencontre tous les mois, à qui on expose ce qu'on fait, qu'on sollicite pour pouvoir impliquer des personnes qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre et à mieux cadrer nos projets. Et finalement, tout ça, ça nous a servi aussi à rédiger un document assez important pour nous et fondateur pour nos équipes opérationnelles, ce qu'on appelle nos principes expérientiels. On en a 5. Je ne vais pas vous faire le détail de tous ces éléments-là, mais vous voyez que le numéro 2, il est important, c'est la notion de service inclusif. Et donc pour nous, c'est un élément fort, évidemment. Le fait de le poser comme ça dans des principes, encore une fois, ça permet de mobiliser tous les collaborateurs autour de cet enjeu-là. On va repartir sur quelques exemples un petit peu aussi. Alors ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment quand on parle, ce n'est qu'une sélection, mais quand on parle d'inclusivité, il y a des choses qui peuvent paraître parfois très évidentes, mais qui sont essentielles. Pouvoir proposer l'accès aux services sur différents types de canaux. Alors évidemment, nous on est sur de la mobilité, on a des clients qui font de la mobilité récurrente et qui du coup vont être ultra consommateurs de dispositifs applicatifs. Pour autant, évidemment, beaucoup d'utilisateurs n'ont pas forcément la capacité, la possibilité de fait de leur équipement d'avoir accès à des applications. Donc le web mobile, il est important, mais le web mobile, il est important au même niveau fonctionnel. C'est-à-dire que le risque aussi, et la tendance qu'on peut avoir, c'est de tendre à surdévelopper fonctionnellement l'application au détriment du web, dans un contexte où nos utilisateurs, nous, sont quand même prépondérants sur l'application. Et pour autant, tout notre enjeu, c'est vraiment de garder un niveau d'équité aussi et d'équilibre pour garder une proposition de valeur qui soit aussi riche sur le web. Évidemment, ça paraît aussi très évident, mais l'accès aux services sans obliger à créer un compte, c'est la base. C'est-à-dire que pouvoir accéder à l'information sans être obligé de passer par un funnel d'inscription, un compte client, qui va me renvoyer entre ma boîte mail, etc. Enfin, c'est impossible. Si je suis en situation en plus de mauvaise connexion, alors là, j'ai tout perdu et impossible d'accéder au service.
Et d'ailleurs, du coup, transition, la notion d'accès à une connexion limitée, alors c'est pas là où on est encore le plus excellent, on y travaille, mais c'est un cheval de bataille important pour nous, parce qu'en fait, la réalité, et notamment en mobilité, c'est que si vous êtes dans le RER, avoir accès à nos services, c'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas la 4G partout. Et puis, il y a aussi des zones en France où on capte moins bien encore, donc ce sont des enjeux importants pour nous. Et puis, là aussi, ça paraît bête, mais l'accès aux services clientèle, sécurisé, qu'on gardera toujours un accès 7 jours sur 7 à un canal humain, et en proposant une diversité de canaux aussi en fonction des besoins, c'est important, y compris pour des personnes en situation de handicap. On a un outil qui s'appelle Roger Voice, qui permet à des malentendants de pouvoir converser avec un conseiller, qui lui n'est pas forcément en maîtrise de la langue des signes. Voilà pour quelques grands exemples. Je vais passer la parole à Marc qui va nous parler un petit peu plus spécifiquement d'accessibilité numérique et nous donner aussi des exemples concrets de traduction. Merci Ingrid, bonjour. Moi je m'appelle Marc-Françoise, je suis référent pour le groupe SNCF Connect and Tech sur les problématiques accessibilité et handicap. Sur cette thématique, en fait, il y a 2 pieds, comme nous, on avance. Il y a 2 pieds parce que Ingrid l'a dit, on est un groupe privé de distribution pour les transporteurs publics. Du coup, on est à la fois dans ce qu'on doit faire pour nos clients et ce qu'on est obligé de faire pour nos clients. En particulier, les transporteurs, ils ont l'obligation de transporter tout le monde. Tout le monde peut être transporté en TGV, en Ouigo, en TER pour ces mobilités. Du coup, tout le monde, ça veut dire que dans nos assets, on doit permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de réserver des billets de train qui leur sont dédiés, pour des services qui leur sont dédiés. Quand on est en fauteuil roulant, il faut pouvoir accéder à bord du train. Ça peut demander une assistance. Il y a des assistances en gare, des opérateurs qui aident les gens à grimper dans le train. Quand on est malvoyant, quand on a un déambulateur, on peut être accompagné par quelqu'un qui va faciliter le voyage. Ça s'appelle un guide. Du coup, dans notre application mobile et évidemment historiquement dans le web, on a un parcours de réservation où les personnes qui sont porteuses d'une carte CMI Inclusion peuvent bénéficier des services qui leur sont dédiés. Je ne vous fais pas le dérouler. Un jour, j'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais peut-être que vos aînés, eux, en ont besoin, ou vous avez des voisins qui ont ces problématiques et qui seront heureuses de pouvoir faire en digital, obtenir leur billet de train pour partir retrouver de la famille, travailler, et ne pas avoir besoin de se déplacer en gare, puisqu'on sait par ailleurs que la SNCF a plutôt tendance à diminuer la présence de ses guichets ou les horaires d'ouverture, ou dans certains points de présence dans les campagnes françaises, c'est difficile de faire 50 km pour aller chercher un billet. Chez nous, vous pouvez l'obtenir, ou les personnes qui en ont besoin peuvent l'obtenir directement. Une autre chose qu'on fait, entre guillemets, pour le compte des transporteurs, même si c'est un service, et on l'a vu dans les personnes qui m'ont précédé, c'est un service qui sert à tout le monde, c'est le fait de pouvoir recevoir sur son téléphone portable, quand on est assis dans le train, les informations relatives à son voyage, que ce soit des informations normales, on s'arrête dans telle gare, parce que c'est le point d'arrêt normal du train, mais aussi les informations dites de perturbation. On va s'arrêter dans une gare, on va s'arrêter en race campagne. Eh bien, on a conçu un service qui est à destination des malentendants qui ne peuvent pas entendre les annonces à bord du train. Ces annonces sont textualisées sur le téléphone portable, sachant qu'un malentendant a activé les aides vocales sur son téléphone, et donc tout le monde peut obtenir, soit en textuel, soit en audio, les annonces que le chef de bord fait dans le haut-parleur du train. C'est encore une fois un service pensé pour un certain type de client qui finalement sert tout le monde, parce que quand on a les oreilles prises par sa série préférée ou par son disque préféré, on peut ne pas entendre les informations contextuelles qui sont délivrées dans un train. Ça, c'est ce qu'on fait en termes serviciels. Ingrid le disait, on a aussi un enjeu de servir tout le monde dans nos assets. L'accessibilité numérique nous a permis de prendre conscience qu'on devait s'adresser au plus grand nombre. S'adresser au plus grand nombre, ça veut dire faire des choses, il y a le mot UX qui a été présenté tout à l'heure, ça veut dire faire des choses en termes d'interaction qui vont être compréhensibles et pratiques pour tout le monde. Je vous ai mis des exemples. Effectivement, nous, on a pris un parti pris pour SNCF Connect d'avoir un mode sombre par défaut. Du coup, on a dû retravailler les formes et les couleurs pour qu'elles soient vraiment accessibles. On a dû travailler les niveaux de contraste, indépendamment des niveaux de contraste qui sont demandés par les critères d'accessibilité numérique. Et on a dû travailler par exemple des défilements horizontaux. Par ailleurs, sur le web, on a un menu qui est très compliqué. Travailler l'accessibilité
de choses qui sont présentées à l'horizontale, où le swipe, qui peut être pratique pour tout le monde, est finalement un geste complexe pour certaines catégories de personnes, soit parce qu'elles ne comprennent pas qu'il faut swiper, soit parce qu'elles ne peuvent physiquement pas swiper. Il a fallu donner des alternatives à ces menus complexes et à ces gestes complexes. Et par exemple, les défilements horizontaux, le petit bouton tout voir présente la totalité du contenu swipeable sur une liste déroulante où le geste s'avère moins complexe pour accéder à chacun des éléments. Tout à l'heure, je disais qu'on a eu un parti pris dans nos interfaces de lancer un SNCF Connect en dark mode, en mode sombre plus exactement. On a très rapidement intégré un mode clair dans nos interfaces. Alors, on n'a pas choisi de faire un dark mode pour servir l'accessibilité ou pour servir la durée d'une batterie de téléphone portable, parce qu'on ne se sert pas des SNCF Connect, peut-être très souvent, mais pas très longtemps, donc l'impact aurait été négligeable. C'était un parti pris d'expérience client. Le deuxième parti pris, c'était très rapidement, au bout de 3 mois, de refabriquer des interfaces en mode clair pour les applications mobiles, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le mode sombre, même si effectivement la fatigue visuelle souvent est moindre. Donc ces 2 modes sont à la choix des gens. On a un menu de paramètres dans le compte sur l'application mobile qui permet vraiment de jouer avec l'interface. Et le premier exemple que j'ai mis à gauche, c'était un des satisfecits de notre premier auditeur de SNCF Connect, mon application. C'était d'utiliser des dynamic types, c'est-à-dire d'avoir une application mobile qui s'adapte à la taille des caractères de ce qui a été demandé par l'utilisateur de son téléphone portable. Et notre auditeur nous disait qu'il y a finalement peu d'applications qui arrivent à s'adapter et à rester utilisables avec des zones cliquables, des zones lisibles, explicites, avec des polices dynamiques. Merci. Je vais passer rapidement parce que vous l'avez montré, Pôle emploi, la manière dont on procède. On a procédé. Moi, je travaille depuis 2015 avec la SNCF. On s'est inclus dans ce qu'Ingrid le disait tout à l'heure, un protocole de concertation avec des associations PMR, PSH. Il y a une quinzaine d'années, la SNCF a édicté des plans en 2015, SDNA, des schémas directeurs d'accessibilité de l'ensemble de ces entités. Nous, au titre de distributeur digital, on s'est évidemment inclus à l'intérieur, même si on est une filiale de droit privé. On a commencé par Solité en 2016 et puis on a remonté la chaîne de développement petit à petit pour arriver maintenant à ce que l'accessibilité soit ancrée dès l'émergence d'un besoin. C'est-à-dire qu'on a chez nous des product designers qui sont accompagnés par des gens qui leur disent, qui certifient que les interfaces conçues respectent les fameuses 13 thématiques du RG2A. On se fixe évidemment ce RG2A comme référentiel d'accessibilité pour le web, le RAM luxembourgeois comme référentiel d'application accessibilité pour les applications mobiles. Et si je vais assez rapidement pour ne pas trop déraper, on mesure par des enquêtes de satisfaction qu'on pulse tous les mois à nos clients un des indicateurs parmi les multiples questions qui sont posées, c'est la simplicité d'utilisation. Et donc un petit peu plus de 70% des personnes qui répondent nous jugent finalement simple à utiliser, même si on en a des contraintes parfois où le FALC n'est pas utilisable parce qu'on vend quelque chose, donc il y a plein de mentions légales, parce qu'on vend du transport, le transporteur nous oblige à communiquer certaines informations sous une certaine forme au client. Donc finalement, on est relativement simple. On est au même niveau pour la conformité légale RG2A, c'est-à-dire que sur le parcours d'achat train, qui est le principal service que l'on rend, on est à 70% de conformité, on l'a beaucoup remonté, on était à 54% quand on a totalement refondu nos interfaces pour SNCF Connect. Donc en 6 mois, on a augmenté de 16% notre conformité légale et on va évidemment agrandir notre périmètre d'audit et améliorer notre taux de conformité au fil des prochains mois. Et puis il y a une mesure qu'on suit quand même qui mesure la simplicité d'utilisation, la facilité d'utilisation, c'est la conformité moyenne par page. On est à 90% sur les critères côté web, on est à 67% sur les critères côté mobile. Je précise que ces deux chiffres, ils n'ont pas tout à fait la même temporalité. Le 90%, c'était cet été. Donc on a quand même 90% des critères applicables sur nos pages qui sont respectés, même si la conformité légale redescend à 70%, parce qu'il suffit qu'un critère soit obéré, c'est-à-dire non conforme, une fois dans les parcours que vous auditez pour disparaître de la note légale. C'est pour ça qu'on communique les deux. Et la mesure sur les applications mobiles, elle date du mois de janvier, au moment où SNCF Connect est arrivé dans vos poches.
Et dans les faits, on a fait pareil que sur les équipes web, des grosses actions d'amélioration de l'accessibilité, puisque toutes les non-conformités améliorations sont traquées dans nos systèmes d'évolution et de correction, y compris celles qui sont relevées. C'est une particularité chez nous, on a intégré un testeur malvoyant. Et donc, il teste en permanence les évolutions fonctionnelles pour détecter ces écueils d'usage qui sont différents des non-conformités du référentiel. Donc, il faut marcher à la fois sur le côté légal et sur le côté humain quand on fait de l'accessibilité numérique. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre une question. Je vais essayer d'aller vite, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, ne prenez pas mon témoignage comme une critique, c'est vraiment plutôt une approche constructive. Voilà, je suis très utilisateur des programmes de la SNCF et j'anime une communauté également au niveau de la RSE dans mon entreprise sur les trajets en train. Bon, la partie simple à utiliser sur les outils, 79%, je trouve ça plutôt faible dans ma vision, hein, quand voilà, pour des clients, sur des sondages clients, je trouve que c'est plutôt faible. Et ce que je ressens, moi, avec la nouvelle application, notamment, qui a été mise en place, c'est vraiment une très grande difficulté, à la fois dans l'utilisation, dans effectivement, la couleur qui a été choisie, dans les modèles et les enchaînements, qui ne rendent pas clair du tout l'utilisation de cette application qui a été lancée, je crois, il y a peu de temps. A contrario, le modèle proposé par Wigo, par exemple, est très simple aussi. On le voit quand on accompagne aussi des personnes dans le cadre de nos actions RSE victimes de la fracture numérique. Sur l'utilisation, par exemple, de l'application Wigo, c'est très simple, c'est très clair, très intuitif. Donc voilà. Et puis après, ma dernière question, c'est l'ensemble des applications qui ne se parlent pas. On a effectivement des salariés qui ont le programme Grand Voyageur, ils ont SNCF Connect, certains Wigo, et tout ça n'est pas forcément très bien chaîné pour l'ensemble des utilisateurs. Ouais, alors je pense qu'on pourrait reprendre 1 heure pour parler de tout ça en vrai, mais je vais essayer de faire court. Je pense que je vais reprendre à l'inverse, en sens inverse des questions. Oui, clairement, il y a encore un écosystème digital qui est important, avec du coup un grand nombre d'applications. C'est quelque chose qui est dans la feuille de route du groupe SNCF. Effectivement, il y a énormément de services et donc, qui dépendent de beaucoup d'assets techniques aussi derrière. Donc, malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour autant, c'est bien dans la trajectoire que de travailler à une rationalisation de tout cet écosystème. Wigo, effectivement, en même temps, Wigo, c'est une application qui aujourd'hui dessert un transporteur et a une mission qui est simplement de vendre et après vendre les billets de train de Wigo. SNCF Connect, la mission qui nous a été donnée, elle s'inscrit dans une feuille de route du groupe SNCF qui s'associe au gouvernement sur l'ambition de décarbonation, du coup, SNCF s'est mis un objectif avec le gouvernement qui est de doubler la part modale du train d'ici à 2030. Aujourd'hui, c'est 10% le train en France. Doubler, ça veut dire donc passer à 20%. C'est pas encore la panacée, mais en tout cas, c'est ce qui doit nous permettre déjà de faire un grand pas dans la mobilité et la décarbonation. Et donc, le groupe SNCF a énormément d'actions pour avancer sur cette feuille de route. Parmi ces actions, il y a des choses qui sont très liées au train lui-même, avec la remise sur pied des trains de nuit, des expérimentations d'offres à la demande, enfin de transport à la demande dans les territoires plus diffus où les lignes ne sont pas forcément maintenues avec des fréquences régulières. Il y a énormément de choses qui se font et l'enjeu aussi, c'est de se dire comment est-ce que justement je propose à tous les Français, toutes les Françaises, une mobilité alternative à la voiture, puisque c'est la voiture aujourd'hui le principal problème dans ce plan d'action. Donc comment est-ce que je fais ce report modal? Et en fait, finalement, le digital est un des leviers dans ce plan-là. Et donc toute la mission qui a été posée derrière SNCF Connect, c'est de se dire on prépare un outil digital qui va permettre de faire du tout en un et qui doit technologiquement et d'un point de vue proposition de valeur dans l'expérience utilisateur, préparer cet avenir de je peux tout réserver de bout en bout
pour mon déplacement en alternative à la voiture. Et donc tout ce qu'on a fait là, en un temps assez court malgré tout, sur le projet SNCF Connect, qui n'en est qu'à ses débuts évidemment, c'est de préparer cet avenir-là. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une maturité technologique et digitale sur ce qu'on appelle le Mobility as a Service qui n'est pas encore complètement présente. Mais la mission qu'on nous a donnée et qu'on travaille à développer et à mûrir, c'est ça. C'est proposer effectivement une expérience qui permet de tout réserver. Donc oui, ça apporte énormément de complexité. Et ce n'est pas forcément évident tous les jours parce qu'on fait face à plein d'impératifs juridiques, plein d'impératifs commerciaux, plein d'impératifs d'usage, des contextes utilisateurs qui sont tous très différents. Et tout ça, évidemment, c'est une complexité fonctionnelle, expérientielle, qui n'est pas toujours simple à gérer, mais encore une fois, voilà, c'est l'ambition. Et oui, c'est difficile. Enfin, je comprends le wigo.com, mais on n'est pas du tout sur la même mission. Merci beaucoup pour ce sujet. J'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir échanger et prolonger les échanges à la fin des interventions. Mais vu que l'heure tourne, on va donner la parole à Léo Cabane, qui est en charge des équipes du UX Design chez Artefact, qui va faire une conclusion en nous parlant vraiment de design inclusif. Alors déjà, bonjour à tous. Comme l'a dit ici, moi c'est Léo, je suis Head of UX au studio d'Artefact 3000. Nous, ce qu'on fait, c'est de la recherche utilisateur, à partir de quoi on construit des solutions, et souvent ça prend la forme d'interfaces qu'on produit. Et plus concrètement, on crée des produits et services digitaux qui répondent aux besoins et résolvent les frictions d'un public qu'on appelle utilisateur cible. Aujourd'hui, on parle d'utilisateurs éloignés du numérique et je mentionne des frictions. Là-dessus, on l'a bien vu tout au long de la conférence. Le constat est sans appel. Pour les personnes en marge du numérique, chaque plateforme représente un parcours du combattant en substance. Et pour illustrer tout ça, j'ai pris comme objet d'étude le site de la CAF. En regardant la page d'accueil, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que les utilisateurs qui n'ont pas les codes du web comprennent la signification disons, sémantique des icônes qui leur sont affichées comme fonctionnalité? S'ils souhaitent faire une démarche ou recherche de l'aide, est-ce qu'ils savent qu'ils doivent cliquer sur le burger menu pour déployer un sous-menu, cliquer sur un chevron au niveau d'allocataire et enfin trouver le mot-clé qui pourrait potentiellement les intéresser en premier lieu, les aides et les démarches. Pendant ce temps-là, la page d'accueil nous présente l'actualité de la CAF. Donc si je résume la situation, on a un utilisateur ou une utilisatrice qui cherche probablement, en termes de quantité de cas d'usage, à effectuer une démarche. Et en face, on a une page d'accueil qui propose de regarder du contenu. Donc voilà, une confrontation entre un besoin et un objectif, visiblement, et qui nuit la plupart du temps à l'adoption justement des plateformes dont on se parle. À partir de ce constat, on va se demander comment rectifier le tir. Surtout, moi, ce que je vais aborder, c'est notre responsabilité en tant que designer UX et UI, donc à notre échelle, et comment on pérennise les solutions. Bon, la solution, on l'a déjà pointé du doigt sur les présentations précédentes, c'est vraiment de prendre en compte ces publics dans la conception numérique. Et moi, je vous ai déjà annoncé mon approche, on va parler en particulier de design inclusif. L'idée, c'est déjà nous, en tant que designers, on travaille avec des méthodes qui sont par essence centrées utilisateurs. Donc, on commence avec de la recherche, on va les interviewer, on va faire de la recherche terrain aussi pour observer leurs usages sur tel ou tel parcours. Ensuite, dans l'idéal, on va co-designer avec eux ces expériences à produire et derrière vérifier par le biais de tests utilisateurs nos propositions, voir si elles sont pertinentes. Et pourtant, on voit que le cas de la CAF, c'est pas un cas spécifique et on retrouve exactement le même problème de mise en avant en premier du contenu avant les démarches sur culture.gouv.fr, l'assurance maladie et impôt.gouv.fr. Donc il y a clairement un manque. Et ce que nous explique Trina Moore-Perval, qui est UX Engineer chez Flexwin, c'est qu'il faut aller au-delà de ces méthodes et vraiment réfléchir à une approche, un framework, un niveau supplémentaire de lecture sur notre travail qui ne vient pas remettre en cause la manière dont on travaille aujourd'hui, qui ont été déjà exposées les méthodologies, mais juste vraiment apporter un peu plus de distance autour de 4 piliers en particulier, donc l'accessibilité, on l'a déjà mentionné, l'ergonomie, l'équité et l'éthique.
La première étape pour atteindre un design inclusif, c'est donc l'accessibilité. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà bien assez parlé. Je vais surtout vous dire comment nous, en tant que designers, on peut l'appliquer au quotidien. Donc, ça a été mentionné par SNCF, c'est aussi, ça joue autour de l'encadrement des designers par les experts métiers en termes d'accessibilité. Nous aussi, à notre échelle, on a des outils qu'on peut utiliser dans le logiciel de design directement applicables et qui vont vérifier sur chaque écran ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas d'un point de vue des critères RG2A. Moi, celui dont je me sers particulièrement s'appelle Start, donc c'est celui en haut à droite. Et je m'en suis servi justement pour le site de la CAF. Rapidement, la première chose que sur laquelle j'ai dû travailler, c'était sur les contrastes. Alors, c'est pas hyper dingue, mais en fait, ça, c'est dû à l'étalonnage des rétroprojecteurs. Donc, juste retenez que le but du jeu, c'était de faire ressortir le bouton de recherche par rapport au reste du bleu de la navigation et de faire ressortir la carte de contenu pour vraiment l'identifier comme un composant cliquable. Et encore, on peut aller plus loin. Et ensuite, la taille des textes. Donc là, on le voit au niveau du tag du contenu, donc actualité nationale et de la date, et aussi de l'appel à l'action, enfin du call to action, lire l'article un peu accentué. Ça, c'est une première étape, mais c'est clairement pas assez. On n'a pas du tout réglé le problème initial. Et donc, c'est là qu'intervient l'ergonomie. Donc, accessibilité, pour rappel, on parlait de critères. Ergonomie, on va plus parler de bonnes pratiques. J'estime qu'en tant que designer, on a une dette vis-à-vis des utilisateurs, et particulièrement des utilisateurs sensibles. Plus on va rajouter de fonctionnalités sur une interface, plus on va la rendre difficile d'accès pour une certaine catégorie de population plus niche. Et c'est en particulier le cas lorsqu'on vient dématérialiser des parcours qui étaient physiques à la base. Bon, donc on complexifie beaucoup et on va complètement à l'encontre de ce qu'il faut faire, quoi. Ce soit beaucoup plus simple, comme nous le dit Dr Jacob Nielsen, qui a cofondé le Nielsen Norman Group, un des plus grands cabinets en conseil d'expérience utilisateur. Et eux, ils ont un peu initié ce travail de bonnes pratiques, de grille de lecture ergonomique en définissant les 10 lois un peu immuables de l'ergonomie. Donc, il y en a d'autres. C'est un point de départ derrière pour nous avoir des grilles plus précises pour analyser et surtout revenir sur le travail qu'on a effectué et nous guider lorsqu'on le produit. Donc, on ne va pas venir dans le détail de chacune de ces lois. Celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle qui mentionne les usages physiques. En fait, si on reparle de la CAF, peut-être que le plus intéressant, ça aurait été de se rendre en centre de la CAF, de parcourir les pas d'un utilisateur qui vient faire telle ou telle démarche et de voir dans quelle mesure, par le biais d'un atelier par exemple, on pourrait traduire chacune de ces étapes sous la forme d'une interface pour que ces publics, une fois qu'ils sont contraints d'utiliser la version web pour effectuer telle ou telle démarche, ils voient des similitudes, des choses auxquelles ils peuvent se rattacher par rapport au parcours qu'ils connaissent de base. J'ai parlé de critères et j'ai parlé de bonnes pratiques. Et là, on peut déjà se demander, est-ce que tout ça, c'est pas hyper contraignant? Si on suit tous les mêmes critères, les mêmes bonnes pratiques, est-ce que ça ne vient pas participer à la standardisation d'une esthétique du web? Et voir est-ce qu'elles ne sont pas tellement contraignantes que c'est impossible de faire une interface à la fois accessible et ergonomique jolie? Pas forcément. Donc j'ai pris 3 exemples différents. Je sais passer à la moulinette d'un scanner d'accessibilité et d'ergonomie. Donc évidemment, c'est un outil en ligne, donc ça a ses limites. Il faut y mettre un œil humain quand même derrière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il coche pas mal de cases. Et il y a 2 constats qu'on peut observer. Le premier, même s'il est subjectif, je pense qu'on peut s'accorder à dire que ces sites ne sont pas fondamentalement moches, et pourtant, ils remplissent ils cochent les cases d'accessibilité et d'ergonomie. Le deuxième, c'est que bien qu'ils soient conformes à ces bonnes pratiques et ces critères, on arrive quand même à distinguer 3 identités digitales foncièrement différentes. Et pour revenir à la case, donc qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un petit peu d'ergonomie à ce site? La première chose, c'est de travailler sur l'équilibre visuel, sur la hiérarchie de l'information. Typiquement, à la une en ce moment, c'est pas un titre important, on va le lire une fois, et on n'a pas tant besoin de ça. Le plus important, c'est le contenu dynamique, donc, qui va se mettre à jour au fil du temps. Donc, on va le réduire, on va resserrer les éléments qui vont bien ensemble,
et ensuite préciser sous la forme d'une structure, une carte de contenu, quoi va avec quoi. Donc là, en fait, on voit le deuxième article qui est d'un coup beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus évident qu'il est interactif. Et enfin, la clarification, on va légender les différentes icônes qu'on voit dans la navigation au-dessus pour préciser en fait à quoi elles correspondent et les actions qu'elles contiennent. Mais bon, là, en fait, on a toujours ce problème c'est du contenu en premier et on n'a toujours pas trouvé les démarches. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à dépasser nos biais. Donc, on est plus sur du subjectif que de l'objectif, parce que vraiment, les critères et les bonnes pratiques, c'est des listes qu'on peut suivre assez facilement. On va se parler de design équitable, donc pas au sens de fair trade, on va plutôt dire on va mettre tous les utilisateurs au même niveau, voire même essayer de se concentrer particulièrement sur certains. En commençant par intégrer, on constitue tous sur un prisme de compétences numériques et technologiques. Avec à gauche donc, ceux qui nous intéressent, ceux qui rejettent ou sont oubliés par la technologie. Au milieu, la majorité, et ensuite les power users, donc ceux pour qui les interfaces n'ont aucun secret. Intégrer et reconnaître l'exclusion. On parle beaucoup de persona, profil utilisateur. Il me semble que vous le faites assez bien, mais la réalité, c'est que souvent, on définit des personas beaucoup trop génériques et qui, justement, ne s'intéressent pas du tout à ces niches de population avec des besoins ultra spécifiques. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous propose Benjamin Earl-Evans, qui est Head of Product Inclusion chez PayPal, c'est à chaque étape de design se poser la question, qu'est-ce qu'on oublie? Bon, toujours quelqu'un, que ce soit des personnes avec un handicap ou des personnes un peu plus vieilles ou des personnes qui n'ont pas de compétences digitales, c'est toujours le cas. Mais comment on active en fait derrière cette question? En renversant un paradigme qui est de s'adresser aux extreme users. L'idée, c'est en cherchant des insights, donc des vérités consommateurs, des besoins ultra spécifiques, on va réussir à innover, trouver des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux parcours qui vont bénéficier à tous. Donc ça, pareil, ça a été dit auparavant sur les présentations précédentes. Et en fait, c'est ce qu'illustre bien Microsoft dans son manifeste design inclusif, de dire que finalement, une personne qui a un handicap permanent, à savoir elle n'a qu'un bras, va partager les besoins d'une personne qui a un handicap temporaire, s'est cassé le bras, et les deux vont partager les besoins d'une personne qui a un handicap situationnel, une invalidité, je me suis servi du mauvais terme, excusez-moi. Une invalidité situationnelle, un jeune parent qui fait du multitasking avec un enfant dans le bras. J'ai un emoji qui a sauté. Mais dans notre cas à nous, on a une personne éloignée du numérique, donc vraiment qui ne connaît pas du tout les codes du digital, qui va partager les besoins d'une personne qui n'est pas revenue sur telle ou telle plateforme depuis longtemps, et donc cette plateforme a peut-être changé d'apparence depuis ou d'expérience, et elle doit se réapproprier des codes qu'elle connaissait déjà. Et par extension, un nouvel utilisateur connaît peut-être les codes du web, mais il ne connaît pas les spécificités de telle ou telle interface. Comment mettre ça en pratique? Il y a un super exercice qui a été produit par Capgemini, qui est en fait un générateur aléatoire d'extreme users. Et donc, à chaque fois que vous ferez de l'idéation, du brainstorming ou de la mise en place de parcours, et si vous n'avez pas typiquement là un extreme user à disposition pour venir à votre atelier, au moins vous aurez une approche empathique pour adresser tel ou tel sujet d'un point de vue qui vous est pas du tout familier. Donc tout ça, ça peut avoir un impact sur la manière dont on accueille les utilisateurs lors de la prise en main d'une interface. Ça peut générer des idées de nouvelles fonctionnalités comme la lecture des articles, ce qu'on va appeler un widget de navigation qui viennent vraiment s'affranchir du burger menu pour l'assurance retraite, et des fonctionnalités de confort de lecture comme le Reader Mode sur iOS. Et encore plus loin, on peut même se poser des questions un peu plus prospectives. Est-ce qu'on ne pourrait pas même proposer des sites qui seraient adaptatifs en fonction de l'âge supposé qu'on aurait des utilisateurs vis-à-vis des données, bien sûr confidentielles, qu'on a à leur propos? Et si on met ça en pratique,
La première étape, ça a été de remonter un bloc qui finalement existait sur la page d'accueil de la CAF, mais qui était beaucoup trop bas, et qui justement mentionne ces fameuses démarches, qui sont a priori la première chose que les utilisateurs viennent chercher en venant sur ce site. Ensuite, l'idée, ça a été de clarifier la fonctionnalité de ce bloc, parce que réellement, on voit des petits carrés sur un fond différent. Il faut vraiment comment dire, insister sur le fait que c'est un module interactif. Donc, on va lui donner une forme de module. Et j'ai profité de la carte de contenu, enfin du contenu principal, pour en fait faire remonter le bloc, mais le laisser comment dire, dans la zone interactive du pouce, donc facile à cliquer. Et enfin, après 2-3 modifications d'optimisation, j'ai également, pour la robustesse des fonctionnalités d'accessibilité, j'ai descendu le bouton central dans le menu contraste, que j'ai mis en bas dans l'accessibilité, déjà pour pouvoir encapsuler plus de fonctionnalités que simplement les contrastes, et surtout de les mettre à un endroit accessible pour les personnes concernées, c'est-à-dire plus proche du pouce. Voilà, donc ça c'était le point de départ, ça c'est le point d'arrivée. Ceux qui travaillent dans le design me diront peut-être, oui, bon, bah, finalement, on a juste amélioré un site. Alors oui et non, parce qu'en fait, je reviens sur le fait que le design inclusif ne vient pas remettre en cause la manière dont on travaille. Donc j'ai aussi fait un travail simple d'amélioration UX d'une interface. Sauf qu'en fait, à tout moment, on avait l'extrême user en tête. À tout moment, on s'est dit bah, comment ça va concerner une personne qui fait preuve d'illettrisme numérique pour en arriver à là. Et bah, finalement, on propose une interface qui s'adapte et guide ces fameux utilisateurs, mais qui finalement profite à tous. Je pense que vous-même, compétent dans le digital, vous devriez préférer normalement la version droite ou la version gauche. En tout cas, j'espère. Voilà. Et sur la partie éthique, bon, il ne reste plus beaucoup de temps et en fait, elle est beaucoup plus difficile à illustrer. C'est juste de se dire que maintenant qu'on a proposé des interfaces qui bénéficient à tous, derrière, il faut juste s'assurer qu'on soit respectueux de ces utilisateurs maintenant qu'ils peuvent prendre ces interfaces en main, à savoir respecter leur vie privée, leur confidentialité, être extrêmement transparent sur les parcours, tout ce que implique telle ou telle démarche et ne pas avoir de coûts cachés. Par exemple, ça concerne moins les démarches publiques, mais c'est important de le garder en tête. Et oui, voilà, en fait, préserver leurs données, enfin, tout simplement respecter ses utilisateurs. Ce qui est bien, c'est que, donc là, on a parlé des utilisateurs, on peut parler des bénéfices d'un point de vue business, pareil, ça a déjà été mentionné, mais tout ça, c'est mesurable, en fait. Typiquement, un design accessible va améliorer le taux de succès de tel ou tel parcours sur votre site. Un design ergonomique va optimiser le temps passé, donc optimiser la performance et la rentabilité de cette interface et réduire le taux d'erreur des utilisateurs. Un site équitable va créer de la satisfaction si vous la mesurez après chaque parcours auprès de vos clients. Et un site éthique va générer de la confiance au niveau de votre marque plus que de votre interface. Donc que vous soyez du coup designer, agence ou annonceur, pratiquez, ayez cette grille de lecture du design inclusif et récoltez-en l'impact. Merci. Merci beaucoup, Léo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Question de base, UX, c'est que c'est une user experience. Oui, tout à fait. Et UI, ça va être User Interface, donc ça va être de mettre des couleurs, enfin l'identité de marque sur les plans très basiques qu'un UX va dessiner. Non, j'avais une question sur le design final, au final pour le site de la CAF. On voit que la partie article, où tu as commencé par dire que c'était pas forcément le besoin premier de l'utilisateur, reste en haut de l'écran. Et en fait, je voulais savoir un peu du coup, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Est-ce que la CAF considère qu'effectivement l'article est un besoin, le fait de lire un article est un besoin utilisateur plus pressant que celui d'effectuer une démarche? Est-ce que c'est que le besoin business est plus haut que le besoin utilisateur? Juste savoir ce qui a motivé cette décision. C'est une très bonne question. En fait, j'ai fait de cette contrainte une opportunité. Ce que j'explique, c'est que aujourd'hui, et c'est une tendance grandissante dans les interfaces, on se rend compte que finalement, c'est un peu
c'est très old school d'avoir des éléments de navigation en haut de son écran, parce que nos écrans, après devenus de plus en plus petits, maintenant ils deviennent de plus en plus gros et deviennent difficiles à cliquer avec le pouce. Donc on voit pas mal de navigation complète ou navigation partielle arriver de plus en plus vers le bas des écrans. Le meilleur exemple que je peux donner à ça, c'est sur iOS maintenant, quand on ouvre Safari, le navigateur, et ben, la barre de navigation elle-même, elle est en bas, et il y a même des headers. Donc header, c'est la barre bleue là, de sites qui sont de plus en plus en bas. Pour répondre à ta question, du coup, je me suis servi de cette contrainte, du contenu en premier lieu, pour garder à disposition du pouce ce bloc. Voilà, donc d'une contrainte, une opportunité finalement. Oui, et peut-être, dernière question, est-ce que, à la faveur de cette mission, et probablement d'autres coups, est-ce qu'il ressort le fait qu'il existe des critères de design inclusif plus avancés ou plus approfondis que ceux de l'UX/UI au général? Et en fait, je pose la question parce que simplement, là, dans le cadre d'une mission qu'on fait pour Pix, qui se rend compte que ses propres épreuves ont besoin d'être améliorées du parcours utilisateur et de l'interface. La question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez un référentiel, un guide, une méthode qui permet de définir en fait, dans le fond, ce que c'est qu'un design inclusif et une méthode de conception d'un service qui, elles, sont inclusives, parce que l'État aussi en aurait bien besoin de son côté. Alors là-dessus, moi, pour le coup, mon point de vue sur la question, c'est que le design inclusif n'est pas une méthode en soi. Personnellement, je trouve que les méthodes centrées utilisateurs conviennent très bien, et c'est pour ça que je mettais le point sur le fait que c'était une approche plus qu'une méthode en soi. Enfin, ce qu'on voit, c'est que j'ai parlé d'accessibilité, d'ergonomie, d'équité, d'éthique, et tout ça, c'est des notions qui vivent seules au-delà même en fait du design inclusif. Là, ce que je proposais, c'était surtout une grille de lecture. Ce que je sais, c'est que oui, effectivement, il y a des métiers qui se développent autour de la diffusion de ces pratiques et de l'adoption au sein de l'entreprise. Il y a des profils qui se créent. Alors là-dessus, je suis pas forcément expert. Moi, je suis vraiment concentré sur cette grille de lecture, mais oui, ça se met en place en interne. D'ailleurs, on l'a vu, j'ai cité quelqu'un qui était Head of Product Inclusion à PayPal, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue et merci beaucoup à tous pour ces interventions très intéressantes et qui, je pense, se complétaient assez bien. Voilà, n'hésitez pas à échanger maintenant. On a encore la salle quelques temps. En tout cas, bonne journée.